Maman j'ai raté l'avion fait partie des grands classiques de Noël. C'est un de ces films qui traversent les générations et qui se revoit toujours avec plaisir au moment des fêtes. Pour ceux qui ont raté leur enfance, Maman j'ai raté l'avion, c'est l'histoire de Kevin, gamin capricieux, peureux et assisté, qui se retrouve à passer quelques jours tout seul parce que ses parents sont pas foutus de compter leurs gosses avant de partir en vacances à l'étranger et qui va devoir faire face à deux cambrioleurs. À sa sortie en novembre 90, Maman j'ai raté l'avion est un énorme carton, devenant le troisième plus gros succès de tous les temps derrière E.T. et Star Wars. Une réussite due à une myriade d'ingrédients parfaits, entre le scénario de John Hughes, la réalisation de Chris Columbus, le charisme indéniable du jeune Macaulay Culkin et la musique de John Williams. Bref, Maman j'ai raté l'avion, tout le monde connaît. Mais est-ce que vous connaissez ces suites? Et je veux dire toutes ces suites, même les très nulles. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et cette année, pour Noël, on va parler des suites ratées de Maman j'ai raté l'avion. Parce qu'apparemment pour Noël, la tradition veut que je souffre. Oh oh oh, c'est le père John Michael, ma gueule, avec une seule mission, booster tes fêtes de fin d'année. Ah, Noël, c'est quand même cool cette période, mais ça demande de l'énergie. Entre la déco du sapin, la course aux cadeaux et le temps passé derrière les fourneaux, on a vite fait de finir complètement épuisé à la fin du mois. Et le but, c'est quand même de profiter avant tout, non? T'inquiète pas ma gueule, le Père Noël John Michael a exactement ce qu'il te faut. Tu veux de quoi tenir pendant les repas avec tonton Jean-Marc qui refait le monde ou les nuits blanches à binge-watcher tes films de Noël préférés comme Maman j'ai raté l'avion? Oli est là. Oli, c'est pas juste une boisson, c'est de la magie en poudre, à mélanger avec de l'eau pour un cocktail d'énergie qui ferait jalouser même les reines du Père Noël. Et le meilleur, pas de sucre ajouté, pas de taurine et des arômes et colorants naturels. Chez Oli, t'as le choix entre trois gammes, la gamme Ice Tea classique, la gamme énergie et la gamme hydration pour les sportifs. Et pour découvrir tout ça dans les meilleures conditions, les packs découvertes sont là pour toi. Rien de mieux pour tester tous les goûts et trouver ton préféré. Et pour fêter la saison dignement, les saveurs spéciales Noël reviennent en stock jusqu'au 24 décembre. Fais-toi plaisir avec la Ice Tea Winter Punch et les boissons énergisantes saveur pomme cuite au four. Y a même les shakers assortis, si ça c'est pas la magie de Noël, je sais pas ce que c'est. Suis mon lien et utilise mon code CASSAR5 pour avoir droit à 5 € de réduction sur ta première commande. Et si tu commandes un pack découverte en utilisant mon code, tu seras inscrit à un tirage au sort pour gagner un an de produits Oli d'une valeur de 300 €. Alors tente ta chance. Le tirage au sort aura lieu le 1er janvier 2025. Et pour ceux qui sont déjà clients chez Oli, utilisez simplement le code CASSAR pour avoir droit à 10% de remise. Une réduction pareille, ça ferait pleurer de joie la mère Noël. Alors profites-en bien. Bonne dégustation mes petits lutins. Et à bientôt. Face au succès aussi spectaculaire qu'inattendu de ce qui était à l'origine conçu comme une simple petite comédie de Noël sans prétention, en tout cas sans prétention de blockbuster, la Fox réalisa bien vite qu'elle avait entre les mains une franchise à haut potentiel, sur laquelle elle comptait bien capitaliser. Et rapidement, hein, parce que comme on dit, la moula n'attend pas. C'est donc dès le mois de février 91, alors que le film était toujours à l'affiche, qu'il fut annoncé que John Hughes travaillait sur le scénario d'une suite. Le scénariste venant tout juste de signer un juteux contrat à 200 millions de dollars avec le studio, impliquant pas moins de 7 films qu'il écrirait, produirait, voire réaliserait pour certains. Et parmi ces 7 films, la fameuse suite de son plus gros succès au box-office. Voire même 2 suites. Le scénariste et le studio ayant bien l'intention de battre le fer tant qu'il est chaud, il est décidé de lancer la production de 2 films qui seraient tournés coup sur coup. Car il fallait tenir compte d'une donnée importante, l'âge de Macaulay Culkin, l'enfant star qui portait la saga sur ses frêles épaules et qui atteindrait vite l'adolescence. Au moment de tourner le film original, Culkin avait 9 ans, et il en aurait vraisemblablement 11 lors du tournage de la suite. Ainsi, si le studio voulait d'une trilogie centrée sur la dynamique de l'enfant perdu dans un monde d'adultes, il allait falloir vite mettre en chantier les opus 2 et 3. Hughes part donc pitcher 2 films au studio, mais l'idée d'enchaîner 2 tournages est finalement abandonnée pour des raisons inconnues. Il est néanmoins possible que la Fox, prise d'un élan de bon sens, se soit dit que mettre la charrue avant les bœufs n'était pas forcément une bonne idée. Enfin bref, commençons par le commencement, le 2e opus. La suite de Home Alone, titrée Alone Again par John Hughes mais qui sortira finalement sous le titre Home Alone 2 Lost in New York, allait suivre une formule de suite assez classique. D'aucuns diront paresseuse, mais on n'est pas là pour juger. Attendez 2 secondes, bien sûr que si, on est là pour juger. Celle de la suite remake, qui consiste à reprendre le même schéma que le film original, mais en élargissant le cadre et les enjeux. On a vu ça avec Terminator 2 par exemple, ou avec Very Bad Trip 2. 2 films qui basaient leur structure sur leur grand frère, mais qui profitaient cette fois-ci d'un budget bien plus important leur permettant d'aller plus loin. Ce qui ne signifie pas que la suite sera forcément meilleure, ceci dit, car le mieux est parfois l'ennemi du bien. Dans ce 2e opus, Kevin ne serait donc pas perdu chez lui, mais dans la ville de New York. Oui, on élargit le cadre. C'est donc un immense terrain de jeu qui s'offrait au personnage, mais aussi à l'équipe de prod, qui allait bénéficier d'un budget de 28 millions de dollars, supérieur aux 18 millions de l'original, pour mettre en scène les aventures new-yorkaises de Kevin. Une augmentation de budget notamment due à la hausse de salaire de Macaulay Culkin, qui toucherait pas moins de 4,5 millions de dollars contre 110 000 sur le premier film. Sans compter les 5% qu'il toucherait sur les recettes. Au sein de l'équipe, les fameux ingrédients miracles seraient donc à nouveau réunis. John Hughes à l'écriture, Chris Columbus à la mise en scène, Macaulay Culkin dans le rôle de Kevin et John Williams à la musique. Et niveau casting, à peu près tout le monde serait de retour. Catherine O'Hara dans le rôle de la mère, John Hurt dans celui du père, et bien évidemment Joe Pesci et Daniel Stern pour incarner Harry et Marvin. Pour ce qui est des nouveaux venus, il y aurait Tim Curry dans le rôle de concierge de l'hôtel Plaza où séjourne Kevin, et Brenda Fricker dans le rôle de la dame au pigeon, sorte d'équivalent de Marley du premier film.
Dans Maman j'ai encore raté l'avion, Kevin choisit de prendre une chambre dans l'hôtel Plaza parce que YOLO. Et le réalisateur Chris Columbus tenait absolument à tourner quelques scènes dans le véritable lobby de l'hôtel new-yorkais. Et pour y parvenir, il n'eut d'autre choix que de composer avec son propriétaire, Donald Trump. Et Trump, fidèle à lui-même, posa ses conditions. Si Chris Columbus voulait tourner dans son hôtel, il devait lui offrir une apparition dans son film. Pas du tout forceur le gars. Clairement dos au mur, Columbus accepta. Et bien qu'il ait tenté de couper la scène au montage, les réactions positives du public face à celle-ci lors des projections tests le convainquirent finalement de la conserver. En 2021, des fans ont cependant émis le souhait de faire retirer Trump du film pour le remplacer par la version adulte de Culkin. Une idée d'ailleurs validée par l'acteur lui-même. Mais la chose ne s'est jamais concrétisée. Le tournage se déroule globalement sans encombre, alternant entre New York, Chicago et Evanston dans l'Illinois, mais il s'avère extrêmement long, s'étalant sur près de 5 mois en tout. La raison, le fait que Macaulay Culkin soit limité à seulement 6 heures de présence par jour sur le plateau, le travail des enfants étant heureusement très encadré. Mais le personnage étant présent dans 90% des scènes du film, l'équipe devrait être la plus efficace possible pour mettre à profit les 6 heures quotidiennes et mettre en place différentes astuces pour parer à son absence. Pour les scènes en chant contre chant où Kevin dialogue avec un autre personnage, l'équipe priorise évidemment de mettre en boîte les plans sur le jeune acteur. Après quoi, c'est Chris Columbus qui donne la réplique à ses interlocuteurs de l'autre côté de la caméra. Et pour le plan où Kate retrouve Kevin sur Rockefeller Center, Catherine O'Hara devra jouer la scène avec Larry Nicholas, homme de petite taille qui faisait office de doubleur pour Culkin. Ce qui ne perturba pas le moins du monde le jeu d'actrice d'Ohara qui parvint à tourner cette scène émouvante de retrouvailles mère-fils sans aucun problème. Une vraie pro. Le tournage, et surtout la partie à New York, ne sera pas pour autant une sinécure, notamment à cause du froid qui fera geler certaines caméras. Et si Columbus avait insisté pour faire dépenser à la production des sommes colossales en neige artificielle pour la scène finale à Central Park, et bah tout cet argent fut dépensé pour rien car la ville fut touchée par un blizzard pendant le tournage. Étonnamment, c'est la conception du Talkboy qui constitua l'un des plus gros challenges rencontrés sur le projet. Pendant l'écriture du script, John Hughes se heurta rapidement à une réalité. Pour que certaines de ses idées puissent se concrétiser de façon crédible, Kevin devrait avoir en sa possession un gadget lui permettant de passer pour un adulte. Parce qu'un enfant ne peut pas réserver de chambre à l'hôtel Plaza. Non, c'est pas possible. L'idée, un enregistreur audio unique au look futuriste qui offrira à Kevin la possibilité de modifier sa voix. Et pour concevoir ça, le scénariste travailla avec Nancy Overfield, vice-présidente du marketing de la Fox, qui venait juste de perdre un contrat avec Mattel pour la production des jouets liés à Maman j'ai encore raté l'avion. Overfield dut par conséquent se rabattre sur la firme Tiger Electronics, plutôt connue pour ses jeux électroniques. D'où le Electronics de leur nom Tiger Electronics. C'est bien foutu, hein? La compagnie se mit donc au travail pour concevoir le design de ce fameux Talkboy qui devait répondre à des critères bien spécifiques établis par Hughes. Il devait être argenté, tenir dans la main d'un enfant et être équipé d'un micro télescopique et d'une cassette permettant d'enregistrer et de modifier des voix. En résultant un design qui correspond parfaitement à toutes les demandes du scénariste, qui est ravi. Bon par contre tout ça c'est très bien, mais il faut vite concrétiser ça parce que l'équipe de tournage en a besoin pendant 2 semaines. L'équipe de Tiger Electronics se remet donc au travail et parvint à livrer un prototype à l'équipe dans les délais impartis. Prototype qui pourrait donc être utilisé sur le tournage. De son côté, Joe Pesci va vivre une expérience pas super agréable pendant le tournage de la scène où son personnage se retrouve avec la tête en feu. Manquant apparemment de protection suffisante, l'acteur souffrira de véritables brûlures sur le sommet du crâne. Une mauvaise expérience qui ne gâche pas pour autant l'expérience globale du tournage, qu'il juge plutôt plaisante. Le tournage s'achève en mai 92 après 5 mois de travail et le film passe à nouveau entre les mains du monteur Raja Gosnell et celle du compositeur John Williams. Et le 20 novembre 1992, soit quasiment 2 ans jour pour jour après la sortie de l'original, le film débarque sur les écrans américains quelques semaines avant la sortie française. Et ça démarre très fort, parvenant à récolter $100 millions en 24 jours, là où le premier avait atteint ce chiffre en 33 jours. Mais au bout du compte, cette suite fera moins bien que son aîné, terminant sa course à $359 millions contre 476 pour l'original. Ça reste un très beau succès, mais mine de rien, ils sont à plus de $100 millions d'écart. Ils ont peut-être bien fait de pas tourner le 3 dans la foulée. De son côté, Tiger Electronics avait travaillé d'arrache-pied pour fournir un Talkboy parfaitement fonctionnel qui envahirait les magasins de jeux au moment de la sortie du film. Sauf qu'il y a eu un léger couac, puisque les grandes enseignes de magasins de jouets reçurent de nombreuses plaintes de la part de parents furieux qui eurent la mauvaise surprise de découvrir que les cassettes soi-disant vierges fournies avec le Talkboy étaient en réalité pleines de gros mots. Il ne fallut pas longtemps pour réaliser que des petits malins avaient abusé de la fonction Essayez-moi dans les rayonnages des magasins. Et même après avoir modifié la boîte pour que la fonction enregistrement soit désormais inaccessible aux tout venants, des petits canailles ont quand même trouvé le moyen de pirater la fameuse cassette en achetant le Talkboy avant de le ramener en magasin peu de temps après avec une cassette remplie de joyeuseté. L'inventivité et la motivation dont les gens sont capables quand il s'agit de faire chier le monde, ça me fascine. Si les ventes de Talkboy sont plutôt modestes la première année, les choses changent en juillet 93 lors de la sortie du film en VHS. Une VHS qui se vendit à 10 millions d'exemplaires et dans laquelle la Fox avait glissé une brochure présentant un modèle de Talkboy amélioré avec de nouveaux effets sonores. La demande s'est alors accrue de façon spectaculaire, à un point que la Fox et Tiger Electronics n'avaient tout simplement pas anticipé. Et ce fut un enfer dans les magasins de jouets. Les enfants voulaient tous leur Talkboy pour Noël. Et même si
si Tiger avait intensifié en urgence la production, il serait impossible d'en fournir assez pour tout le monde. La demande était trop forte. Une situation qui occasionna évidemment bon nombre de scandales dans les allées des magasins de jouets quand les parents réalisèrent que leurs gosses n'auraient pas leur Talkboy à Noël. La demande a été tellement forte que dans l'Indiana, un détaillant aurait vendu son lot de 60 Talkboy en l'espace de 5 minutes. Et si la demande finit par se calmer avec les années, le Talkboy reste aujourd'hui encore un objet vintage apprécié des collectionneurs qui se trouve sur eBay à des prix oscillant entre 50 et 4500 €. Pour la version dédicacée par le casting. La preuve que malgré des recettes en deçà des attentes du studio, le film restait malgré tout un véritable phénomène culturel doté d'une importante aura auprès du public. De mon côté, j'avoue que j'ai beaucoup d'affection pour cette suite, malgré des défauts évidents. Le problème de cette suite, c'est donc bien évidemment sa formule. Refaire la même chose que le film original, la surprise en moins, c'est jamais une bonne idée. On retrouve donc un schéma quasiment identique, avec le gamin versus le reste de sa famille qui se retrouve à passer les fêtes tout seul et qui vit sa best life pendant un temps avant que la solitude ne finisse par peser. En cours de route, il rencontre justement un personnage enfermé dans la solitude à qui il apprend à ouvrir son cœur, et il fait face à 2 cambrioleurs à qui il en fait voir de toutes les couleurs. À la fin, la famille est réunie pour fêter Noël et tout est bien qui finit bien. Donc non, pas de grosse surprise au programme, on est en terrain connu. Mais force est de constater que cette suite se regarde malgré tout sans déplaisir. Si la surprise est absente, le savoir-faire est toujours au programme, constituant un divertissement plus que sympathique dans lequel le charisme naturel de Macaulay Culkin fait à nouveau des merveilles. Le personnage de Kevin doit énormément à son interprète, dont le sourire charmeur et le regard intelligent lui évitent de tomber dans le piège du simple gamin immature et pénible. On pourrait aussi parler du génial Tim Curry, excellent dans son rôle de concierge méfiant et qui apporte énormément d'humour au film. La fameuse séquence de la maison piégée fait bien sûr également son retour, quoique de façon forcément plus artificielle, mais on ne pourra pas nier ressentir un plaisir certain en voyant les 2 cambrioleurs se faire à nouveau latter la tronche par un gamin de 10 ans. Et puis n'oublions pas cette scène. Ça, c'est du cinéma. Bref, Maman j'ai encore raté l'avion n'est pas aussi bon que le premier volet. C'est un fait. Ils voulaient faire le même en plus gros, ils ont fait le même en moins bien. Pour autant, ça reste plaisant à regarder, parce que le personnage principal est attachant, que les gags fonctionnent grâce à la mise en scène de Columbus, et que John Williams est un génie. Mais toujours est-il que du côté des critiques, le jugement ne fut pas spécialement chaleureux, beaucoup mettant en avant la paresse d'une suite qui s'était contentée de reproduire la formule de son prédécesseur. À se demander si un 3e film était vraiment une bonne idée. Mais John Hughes et la Fox n'en démordaient pas, un 3e volet verrait bien le jour. Dans un premier temps, le scénariste plancha sur une version qui mettra en scène un Kevin désormais adolescent. Parce que le temps passe. Sauf qu'un énorme frein vient foutre en l'air les projets de Hughes et la Fox, quand au milieu des années 90, Macaulay Culkin décide purement et simplement de mettre fin à sa carrière. Le jeune acteur, dont la carrière et la vie étaient contrôlées par son père Kit Culkin, acteur raté, souffrait énormément de la pression que ce dernier exerçait sur lui quotidiennement. Le paternel, jaloux, abusif et capable de violence tant physique que psychologique envers ses enfants, ne voyait en eux, et surtout en Macaulay, qui était devenu une véritable star mondiale, qu'un moyen d'amasser de l'argent. Résultat, le garçon ne faisait qu'enchaîner les tournages, et c'était une situation qu'il ne pouvait plus supporter, rêvant simplement d'une vie normale d'enfant scolarisé. Lorsque ses parents se séparèrent, c'est sa mère, Patricia Bentrup, qui obtint la garde de ses enfants suite à une bataille juridique de 2 ans. Mais dès qu'il en eut l'occasion, Macaulay prit la décision de révoquer l'accès de ses 2 parents vers ses comptes bancaires et d'engager quelqu'un pour surveiller ses finances, sa fortune étant estimée entre 15 et 20 millions de dollars. Bien que l'acteur ait traversé des périodes difficiles depuis les années 90, notamment un passage par la case prison pour possession de drogue, il a aujourd'hui retrouvé un véritable équilibre. Marié et père de 2 enfants, il a reçu en 2023 son étoile sur le Hollywood Walk of Fame, un honneur pour lequel sa mère à l'écran, Catherine O'Hara, a prononcé un discours émouvant. Cerise sur le gâteau, il a même fait son retour sur les plateaux. L'acteur est en effet apparu dans la saison 10 d'American Horror Story, et à l'heure où je vous parle, il vient d'obtenir un rôle dans la saison 2 de Fallout. Tout est bien qui finit bien pour Macaulay, et ça c'est bien. Mais retournons dans les années 90. Quand John Hughes et la Fox apprennent que l'enfant star ne fera pas son retour, c'est un peu la douche froide. Pour autant, le scénariste ne se laisse pas abattre et envisage un plan de secours qui tournerait cette fois-ci autour de Fuller, le cousin de Kevin incarné par son jeune frère Kieran. Cette fois-ci, ce sera donc à son tour de se retrouver seul chez lui et de faire face au casseur-flotteur. Waouh, mais où vas-tu chercher toutes ces idées, John Hughes? Sauf que là encore, Hughes se heurte au refus des acteurs, Joe Pesci et Daniel Stern souhaitant travailler sur d'autres projets. Le scénariste envisage alors de remplacer Harry et Marvin par un autre duo de cambrioleurs qui seraient en fait leurs anciens partenaires. Mais le jeune Kieran Culkin fera finalement part de ses réticences, ne se sentant pas de taille à remplacer son frère en tant que personnage principal. Et finalement, quand tous les autres membres du casting original déclinèrent l'invitation, Hughes et la Fox décidèrent non pas d'abandonner le projet, mais de partir sur une toute nouvelle histoire, impliquant une toute nouvelle galerie de personnages. Ainsi naquit Home Alone 3 ou Maman je m'occupe des méchants en France. Et Chris Columbus ne souhaitant pas faire son retour sans les acteurs originaux, c'est Raja Gosnell, le monteur des 2 premiers films, qui assurerait la mise en scène de ce 3e opus, ce qui marquerait d'ailleurs ses débuts en tant que réalisateur. Et bien évidemment, John Williams ne serait pas non plus de la partie. Pour résumer, à l'exception de John Hughes, tous les éléments parfaits qui avaient fait des 2 premiers opus des classiques du genre ne seraient pas de retour cette fois-ci. Ça part clairement sous les meilleurs auspices, hein. Mais la Fox, enfin la division Fox Family Films, mit quand même la main au portefeuille, parce que ce nouvel opus allait coûter pas moins de 32 millions de dollars. En tête d'affiche, le jeune Alex Dillins dans le rôle du jeune Alex. Un rôle taillé sur mesure. Tourné
Tourné de décembre 96 à mars 97 entre Chicago et Evanston, le film sort sur les écrans en décembre 97, soit 5 ans après le volet précédent. Et il ne rencontre pas le succès, ne récoltant que 79 millions de dollars en tout. Une baisse significative comparée aux chiffres des deux précédents opus. Et ce n'est pas du côté de la critique que le film sera mieux accueilli, puisque tout le monde s'accordera sur le fait que ce troisième opus était simplement tout naze. Ouais, bien nul. Cette fois-ci, on nous parle donc d'Alex, un gamin mignon qui est laissé seul à la maison et qui doit faire face à des terroristes à la recherche d'un microprocesseur surpuissant qui, par un malheureux concours de circonstances, est arrivé entre les mains du jeune Alex. On est presque plus sur du Die Hard que sur du Maman j'ai raté l'avion, bordel. C'est pourtant bel et bien ce pitch complètement what the fuck que John Hughes a choisi. Sans doute parce qu'il en avait plus rien à foutre le gars. Au point où il en était, je pense qu'il avait juste envie d'en finir le plus vite possible. Du coup, il a écrit ça. Et du coup, à l'exception de ce pitch improbable, pas vraiment de surprise concernant ce troisième opus. Le résultat est à des années-lumière des films de Columbus. Vous vous en doutez, le principal problème de cette suite, c'est l'absence de celui qui était jusqu'à présent le visage indissociable de la saga, Macaulay Culkin. Sans Kevin McAllister dans les environs, il était évident que le film allait perdre énormément de son attrait. Et vu les résultats au box-office, ça n'a pas loupé. Parmi la multitude de choses qu'on aimait chez Kevin, la cerise sur le gâteau était cette belle impertinence qui faisait tout le sel de sa personnalité. Dis bonsoir, Kevin. Bonsoir, Kevin. Et le problème avec Alex, c'est qu'il est beaucoup trop lisse. Il est gentil, il est responsable, il est intelligent, il est mignon, c'est tout simplement insupportable. Lançons-lui des cailloux, il est trop mignon. Bon, j'exagère, un peu, mais n'empêche que le personnage manque énormément de relief. Le personnage principal est donc loin d'être aussi attachant, et ce malgré toute la bonne volonté du jeune Alex Dillons qui livre une performance convaincante. Alors ok, ça n'aurait pas forcément été pertinent de faire d'Alex un Kevin bis, mais vu le contexte et vu l'importance du personnage de Kevin dans la pop culture, il était inévitable que son successeur souffre de la comparaison. Et c'est une problématique qu'on peut appliquer à l'entièreté du film. Tout ce qui fonctionnait précédemment tombe à plat ici. L'humour est trop enfantin, et dans le mauvais sens du terme, c'est rarement drôle, soit parce que c'est trop gentillé, soit parce que les acteurs en font des caisses. On pourrait se dire que c'est tout simplement parce que le film est destiné à un public jeune, mais non seulement c'est une excuse de merde, mais surtout, ça ne tient pas. Parce que toute cette histoire de terroristes coréens qui cherchent à mettre la main sur un microprocesseur, ça me paraît pas forcément adapté à une volonté purement hollywoodienne de produire un film pour gosses. Faire cohabiter un ton adulte et un ton enfantin est tout à fait possible, et ça peut donner quelque chose de vraiment cool. Mais il faut trouver le bon équilibre, et c'est pas le cas ici. Du côté des méchants justement, là aussi, on est bien loin du duo Stern-Pesci. Les casseurs flotteurs cèdent donc leur place à un groupe d'antagonistes anonymes interchangeables. Il y a le chef, il y a la brune, il y a lui là, et il y a le mec aux cheveux longs. Mais franchement, me demandez pas comment il s'appelle. Et pourtant, on passe beaucoup de temps avec eux, parce que contrairement aux deux films précédents, les antagonistes sont le moteur du film. Dans Maman j'ai raté l'avion 1 et 2, Harry et Marvin étaient plutôt secondaires mine de rien. Ce qui comptait, c'était Kevin, et voir comment ce gamin se sortait des situations dans lesquelles il se trouvait. Harry et Marvin finissaient petit à petit par s'intégrer à la narration, mais sans jamais prendre le pas sur le plus important. Ici, c'est différent. Les méchants sont omniprésents, et ils tiennent donc une place de premier plan. Des personnages moins intéressants qui tiennent une place plus importante. Tout va bien. Et le pire dans tout ça, c'est que les enjeux ont beau être plus importants, avec tout ce bordel autour d'un microprocesseur de l'armée de l'air qui pourrait déclencher la 3ème guerre mondiale s'il arrivait entre de mauvaises mains, bah on se sent paradoxalement beaucoup moins impliqué. Et on se sent moins impliqué parce que ça va trop loin. Ce qui faisait la réussite des enjeux du premier film, c'était leur simplicité. La menace d'un cambriolage. C'est une crainte que tout le monde partage et qui la rend donc d'autant plus efficace comme ressort narratif. Pas besoin d'y mettre l'armée de l'air ou une quelconque menace terroriste. Le simple point de vue d'un enfant livré à lui-même face à deux cambrioleurs était amplement suffisant. Bref, sans sa star, sans son réalisateur, sans son compositeur et avec un scénariste en roue libre total, ce troisième opus constitue donc un film parfaitement oubliable, sans charme, dont le seul intérêt réside dans le fait de voir Scarlett Johansson dans un de ses tout premiers rôles. Faut bien démarrer quelque part. Ce Maman je m'occupe des méchants, c'est donc clairement la suite de trop. Salut Romain. Bonjour. Logiquement, après un échec pareil, la décision la plus raisonnable aurait été de s'arrêter là. De tourner la page, de fermer le bouquin et le remettre sur l'étagère pour ne plus jamais y toucher. Mais non. Non. Merci à tous d'avoir regardé cette première partie, j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très bientôt pour la suite. D'ici là, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux et jeter un coup d'œil à la boutique en ligne où vous trouverez une gamme spéciale Noël. Quant à moi, je vous dis à bientôt, salut!